Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. La France a adhéré à la Banque de développement des Caraïbes, BDC, en 1984. Elle s'est retirée de son capital le 27 octobre 2000. Pourtant, la BDC est le principal financeur de la communauté des Caraïbes, CARICOM, de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, OECO, dont la Martinique et la Guadeloupe sont membres associés. Le retour de la France au capital de la BDC est un acte essentiel de crédibilité de la politique étrangère dans la région Caraïbe, mais aussi de financement des actions de coopération régionale entre les collectivités territoriales françaises d'outre-mer et les États de la Caraïbe environnants. Ce retour contribuera à renforcer particulièrement la coopération économique et l'accès accru de nos entreprises au marché lancé par la BDC ainsi qu'au financement caribéen, ce qui constitue de fait une opportunité d'ouverture économique et sociale pour les Antilles-Guyane sur un marché de près de 40 millions d'habitants. Cela permettra surtout à la Martinique et à la Guadeloupe, au titre de la loi Letchimy de 2016 sur la coopération régionale, d'y adhérer également en qualité de membre, au même titre que les territoires d'outre-mer britanniques de l'OECO. C'est une condition fondamentale de désenclavement, notamment économique, de nos territoires insulaires, d'intégration véritable dans nos bassins régionaux voisins, de développement endogène, encourageant la production locale vers la perspective d'un nouveau modèle économique, créateur, entre autres, de richesses, d'activités, d'emplois et de meilleures conditions de vie. Compte tenu du contexte mondial difficile, des défis urgents à relever comme la cherté permanente et insupportable de la vie, les changements climatiques, il y a urgence. Alors, Madame la Première ministre, conformément aux engagements pris par l'État en mai 2015, confirmés en décembre 2016, pouvez-vous nous préciser la programmation, c'est-à-dire le calendrier opérationnel retenu pour le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Johnny Ajar, vous m'interrogez sur le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes, qui est effectivement une demande forte en Martinique. Et à l'occasion de mon déplacement en septembre dernier, le président Letchimy m'avait fait part de cette demande. Vous l'avez rappelé, la France avait adhéré à la Banque de développement des Caraïbes en 1984 et s'en est retirée en l'an 2000. À l'époque, le gouvernement avait considéré que ces activités n'étaient pas assez dirigées en faveur des pays les plus pauvres de la région, comme Haïti par exemple. Le gouvernement de l'époque avait considéré qu'elle n'avait pas assez favorisé l'insertion et l'intégration régionale des départements et régions d'outre-mer dans leur environnement. Et enfin, les retours pour les entreprises françaises ne semblaient pas être à la hauteur des attentes. Pour autant, depuis, un certain nombre de choses ont changé et justifient que l'on se repose la question d'une réadhésion à la Banque de développement des Caraïbes pour les raisons que vous avez évoquées. J'ajouterai une autre raison, c'est que nous sommes à un moment où les États-Unis recherchent une posture plus active dans le bassin caribéen face à une montée des intérêts de la Chine et que notre pays doit évidemment se poser la question des moyens d'être davantage présent dans cette zone et ce territoire. À partir de là, plusieurs questions se posent pour trancher sur une nouvelle adhésion ou non à la Banque de développement des Caraïbes. D'abord, comment tenir compte du fait que la BDC a comme pays d'opération des juridictions non coopératives ou sur des listes anti-blanchiment? Deuxième chose, quel impact sur les ressources que nous mettons au sein de la Banque interaméricaine de développement qui est également active dans la région? Enfin, il faut rappeler que la participation de la France au capital de la BDC entraînerait un coût budgétaire évalué entre 30 et 90 millions d'euros. C'est potentiellement significatif, mais si nous sommes capables de répondre aux questions précédentes et de nous assurer de l'intérêt réel pour notre pays et les territoires que vous avez évoqués et que vous représentez, alors nous pourrons nous engager dans cette voie. Je suis à votre disposition pour continuer à travailler sur ce sujet. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question est celle que tous les députés de mon groupe auraient voulu poser à Madame la Première ministre, tellement les interpellations des maires et élus ont été nombreuses. Depuis le début de l'année, les finances de nos collectivités sont durement éprouvées par la situation économique du pays. Dans un contexte déjà particulièrement dégradé, composant avec une inflation galopante, les élus ont dû faire face à la revalorisation certes nécessaire du point d'indice, à la hausse du prix des denrées alimentaires qui affectent les cantines, à l'augmentation du coût des matières premières qui pèsent sur les marchés publics et enfin à la flambée sans précédent des prix de l'énergie.
Contraintes à présenter un budget à l'équilibre, de nombreuses collectivités se retrouvent dans une situation inextricable. Ainsi, maires et élus locaux sont souvent démunis et doivent se résoudre à supprimer une part des investissements, ralentissant de façon certaine l'activité économique locale, ou bien se résoudre à fermer des services publics au risque de pénaliser nos concitoyens les plus modestes. S'il est vrai qu'une partie des communes rurales bénéficie provisoirement des tarifs régulés de l'énergie, nous déplorons que les autres collectivités, souvent porteuses des équipements structurants, soient exclues du dispositif. Ainsi, aux côtés des associations d'élus, le groupe socialiste et apparenté a porté avec constance un engagement résolu pour soutenir nos collectivités en exigeant l'indexation de la DGF sur l'inflation, en maintenant la CVAE qui contribue au lien fiscal entre entreprises et territoires, en proposant d'étendre le bénéfice des tarifs réglementés de l'énergie à toutes les collectivités. Madame la Première ministre, la relation de confiance entre l'État et les collectivités a été encore une fois abîmée par la séquence des débats budgétaires de cet automne. Après avoir réintroduit à la hussarde un dispositif d'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités du type pacte de Cahors. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de Lautrette, le sujet que vous évoquez, il est évidemment très présent, y compris dans le dialogue que nous avons avec les associations d'élus, et vous l'avez rappelé, à quelques jours du début du congrès de l'Association des maires de France. Il y a plusieurs sujets au milieu de tout ça. J'ai eu le sentiment d'être interpellé par un député socialiste. Je ne peux pas croire que ce soit pour comparer une hausse de seulement 300 millions d'euros de la DGF, mais qui est la première depuis 13 ans, avec les 11 milliards de baisse sous le quinquennat Hollande des crédits qui ont été versés aux collectivités locales. Donc à un moment, quand on donne des leçons, il est important de savoir d'où on parle. Le sujet, mes chers collègues, il est multiple. Sur la partie énergie, ce sont 2,5 milliards d'euros que le département met sur la table pour les collectivités qui ne sont pas concernées par le TRV. 1 milliard d'euros dans le cadre de l'amortisseur électricité, 1,5 milliard dans la version actuelle du filet, qui exactement, comme ça avait été le cas au moment du PLFR, a vocation aussi, dans le cadre du dialogue avec la Haute Assemblée, à être réinterrogé, approfondi, amélioré, pour faire en sorte d'avoir une réponse qui soit la plus juste possible par rapport aux préoccupations et aux besoins des collectivités. Et dans le même temps, là aussi, de manière exceptionnelle, les 2 milliards d'euros du Fonds d'accélération sur la transition écologique, qui ne sont pas pris sur les autres crédits, vont permettre d'aller financer des travaux de rénovation des bâtiments, de changement de l'éclairage, de toutes les mesures qui permettent d'être dépendants ensuite de ces mêmes énergies fossiles qui font ensuite grimper la facture. Donc on a des aides sur le plan du fonctionnement avec, pour la première fois depuis 13 ans, une augmente de DGF qui n'est pas gelée mais qui réaugmente de plus de 300 millions d'euros. Et en parallèle, 2 milliards d'euros de soutien à l'accélération écologique et 2,5 milliards pour les collectivités de plus de 10 employés pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le 25 novembre prochain, je veux souligner le caractère malheureusement massif des violences sexuelles et sexistes en France, comme le relève le rapport annuel 2022 du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce dans tous les secteurs, que ce soit politique, médiatique ou professionnel, et sur tous les territoires, comme l'a montré le rapport sénatorial Femmes et Ruralité. En finir avec les zones blanches de l'égalité. 50% des féminicides ont lieu en ruralité, alors que seulement 35% des femmes y vivent. Sur le plan économique, les inégalités et discriminations subies par les femmes se renforcent encore. Les femmes sont plus souvent confrontées à la précarité de l'emploi. On assiste au niveau mondial à un recul des droits des femmes. Elles sont souvent les premières victimes de la répression des régimes dictatoriaux. On pense aux femmes afghanes, et c'est pour cela que les Iraniennes sont également les premières mobilisées contre le régime oppresseur. Aux États-Unis, depuis la décision de la Cour suprême remettant en cause le droit à l'IVG, les femmes sont en première ligne pour protester contre ce recul inacceptable de leur droit à disposer de leur corps. En France aussi, il y a un risque sur l'accès à l'IVG du fait de la désertification médicale et de la pénurie durable des gynécologues. Toujours concernant l'IVG, je regrette que la majorité de droite
du Sénat ait refusé l'inscription dans la Constitution du droit d'accès à l'IVG. Lorsqu'un droit fondamental des femmes est attaqué au niveau mondial, on attend de la France qu'elle soit aux avant-postes pour le défendre. Le projet de budget pour 2023, marqué du sceau de l'injustice sociale et de la précarisation des classes populaires, ne parviendra pas à améliorer la situation. Madame la Première ministre, quand allez-vous dégager des moyens conséquents pour une vraie politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes et résoudre enfin les difficultés quotidiennes vécues par nos concitoyennes? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Fichet, merci pour votre question. Oui, les droits des femmes ne sont jamais acquis. Oui, les droits des femmes demeurent fragiles. Les défendre est le combat de ma vie. Et je suis fière d'appartenir à ce gouvernement qui a permis de progresser comme jamais dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis 2017, 4 lois ont été votées pour mieux les protéger. C'est aussi plus 80% de places d'hébergement d'urgence, 160 000 policiers et gendarmes formés, un déploiement massif des outils de protection des victimes, les téléphones grave danger, 300 en 2019, plus de 3400 aujourd'hui, les bracelets anti-rapprochement déployés depuis début 2021, près de 1000 actifs aujourd'hui, ou encore la présence d'intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, 416 aujourd'hui, 600 prochainement, sans parler des 30 centres de prise en charge des auteurs pour prévenir la récidive. Grâce à la majorité parlementaire, les subventions au 3919 seront aussi augmentées, 5,9 millions d'euros en 2023, soit plus 400% depuis 2017. S'agissant du budget de mon ministère, il a doublé sous le précédent quinquennat et augmentera de 15% l'an prochain. Concernant le droit à l'IVG que vous évoquez, nous soutenons pleinement avec la Première ministre sa constitutionnalisation. Elle sera le plus sûr rempart face aux attaques d'aujourd'hui ou de demain. Mesdames et Messieurs les sénateurs, la France, pays de la Déclaration des droits de l'homme, doit être aussi celui des droits des femmes. Face aux montées des conservatismes, notre pays doit rester un phare pour les libertés de toutes les femmes. Vous pouvez compter sur ma détermination. Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, souvent tabou, les troubles psychiques concernent 13 millions de personnes. Un Français sur 5 en souffre. Il s'agit du premier poste de dépense de l'assurance maladie devant les cancers. La souffrance psychique conduit à 200 000 tentatives de suicide en France chaque année et 9 000 issues fatales, soit un taux de suicide parmi les plus élevés d'Europe. Nombreux décès sont évitables. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, reconnaissait en 2017, je cite, « l'abandon de la psychiatrie ». 5 ans après, rien n'a changé. Monsieur le ministre, vous avez la responsabilité de la santé et aussi de la prévention. Un repérage précoce et une prise en charge adaptée amélioreraient la qualité de vie des patients. Vous me direz que depuis 2022, l'assurance maladie rembourse les consultations de psychologues dès l'âge de 3 ans. C'est une avancée, mais elle est loin d'être à la hauteur des attentes. Parents pauvres de la médecine aujourd'hui sinistrés, la psychiatrie publique manque d'argent et d'effectifs. 30% des postes de psychiatres hospitaliers sont vacants. Les postes d'infirmiers non pourvus ont doublé entre 2019 et 2022. Le PLFSS 2023 n'apporte aucune mesure pour sortir la psychiatrie de cette situation. Le nombre de patients augmente et augmentera suite au Covid. Leur prise en charge se dégrade. L'usage des psychotropes et des mesures de contention augmente et sont dénoncés par les médecins eux-mêmes qui n'ont pas d'autre choix. Les soignants sont en grande difficulté. Des enfants et leurs parents souffrent du manque d'accompagnement alors que les files d'attente s'allongent dans les centres médico-psychologiques et médico-psychopédagogiques. Depuis des années, les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Ils sont à bout. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie du gouvernement pour répondre aux besoins de soins urgents en psychiatrie publique, notamment pour les enfants et adolescents? Quel est votre projet de prévention sur le long terme pour les maladies psychiques?
Pour vous répondre, la parole au ministre de la Santé et de la Prévention, M. Braun. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Le Houerou, les personnels de psychiatrie exercent dans des conditions difficiles, conditions qui se sont encore accentuées, nous le savons tous, à l'issue de la crise Covid, avec une augmentation de la détérioration de la santé mentale. Et ce qui est plus inquiétant, comme vous le dites, c'est la santé également des enfants. Et je veux déjà rendre hommage au travail qui est fait par l'ensemble de ces professionnels. La volonté de ce gouvernement, ma volonté, vous le savez, c'est que nos concitoyens aient tous accès à la prévention, aux soins. C'est l'objet de l'engagement et c'est l'objet de la refondation et de la réforme que je souhaite conduire. Concernant la psychiatrie, plusieurs choses ont déjà été faites. À l'issue des assises de la psychiatrie et de la santé mentale qui se sont déroulées l'année dernière et dont nous allons faire le bilan très prochainement, excusez-moi. Le dispositif Mon Psy montre tout son intérêt. L'accès, vous l'avez dit, à des psychologues cliniciens, la mise en place du numéro national de prévention du suicide. Des enveloppes financières conséquentes et pérennes ont été mises en place depuis 2018. Elles se prolongent encore dans les années qui viennent. Et le Ségur Investissement est aussi à destination, bien entendu, des établissements de psychiatrie qui doivent être réformés. De façon plus structurelle, la psychiatrie subit les mêmes problèmes que l'hôpital d'attractivité et de perte de sens. Là aussi, les solutions mises en place dans l'ONDAM, en particulier pour l'hôpital, seront bénéfiques pour la psychiatrie. Sur le plan structurel, il y a plusieurs problèmes et 2 combats à mener. Un combat au niveau territorial pour travailler sur le maillage, le service d'accès aux soins, les soins non programmés et l'attractivité. C'est ce qui est fait dans le cadre des CNR territoriaux. Et un combat aussi au niveau national où plusieurs chantiers sont en cours, le développement des IPA, plus d'accès plus facile aux psychologues, la réforme du financement pour une équité entre les territoires, la réforme des autorisations pour améliorer le maillage du territoire. Sur le cas particulier de la pédopsychiatrie, nous l'avons intégré aux travaux en cours avec les professionnels sur la santé de l'enfant et la pédiatrie et nous apporterons une feuille de route au début du printemps. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Comptes publics, dans un communiqué du 8 novembre dernier, la Commission de régulation de l'énergie a annoncé que les producteurs d'énergie renouvelable allaient reverser 30,9 milliards d'euros au budget de l'État dans le cadre de la contribution au service public de l'électricité. Cette contribution est exceptionnelle. C'est la première fois que ce n'est pas l'État qui compense les charges de service public de l'énergie, mais qui encaisse des recettes. Exceptionnelle et inattendue, puisque les prévisions initiales envisageaient une dépense de 8 milliards pour l'État, soit un différentiel de près de 40 milliards d'euros. Cette inversion de tendance et ces 30,9 milliards de recettes qui en découlent s'expliquent par l'augmentation des prix de gros de l'électricité par rapport aux tarifs garantis par l'État dans le contexte énergétique et géopolitique que nous connaissons. À elle seule, la filière de l'éolien terrestre, parfois contraignante pour les communes et leurs habitants, apporte une contribution de 21,7 milliards. Comme l'indique la CRE dans sa communication, ces recettes supplémentaires devront financer le bouclier tarifaire. Alors que les élus locaux sont en première ligne face à l'explosion des prix de l'énergie, des matières premières et de l'inflation, comptez-vous utiliser concrètement cette manne financière pour soutenir les collectivités territoriales? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé des comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Didier Marie. Vous l'avez rappelé, nous avons en France un système contribution au service public de l'électricité qui consiste à avoir signé des contrats avec les énergéticiens du renouvelable en garantissant un prix qui revenait pour l'État à subventionner les énergéticiens en leur versant la différence entre le prix de marché et ce prix qui permettait de donner une rentabilité à leurs investissements. Sauf qu'évidemment, avec la crise que nous connaissons et l'envolée des prix de l'électricité, le prix du marché se retrouve au-dessus de ce prix qui avait été conclu et les contrats prévoient effectivement que les énergéticiens reversent à l'État le surplus au-dessus du prix qui avait été conclu. Et j'en remercie d'ailleurs le Parlement qui a voté cet été une mesure pour déplafonner ces contrats puisque certains d'entre eux prévoyaient que ce qui était reversé à l'État était plafonné. À quoi servent ces fonds qui sont aujourd'hui reversés à l'État, monsieur le sénateur? Ils servent à financer le bouclier tarifaire qui permet de contenir la facture d'électricité des Français. Une partie du bouclier tarifaire, puisque la réalité c'est qu'en 2023, le bouclier tarifaire nous coûtera 47 milliards d'euros
et que quand on défalque ce que nous récupérons avec la fameuse CSPE, il reste 16 milliards d'euros nets de dépenses pour le bouclier tarifaire. Donc vous voyez bien que ce que nous récupérons des énergéticiens au titre de ces contrats ne fait que prendre en compte une partie seulement du bouclier tarifaire. Évidemment que nous allons continuer à accompagner les collectivités locales dans le cadre de la crise de l'inflation et de l'envolée des prix de l'énergie. Cet après-midi, nous démarrons les débats budgétaires sur le PLFR puis sur le PLF. Je sais qu'ils seront nourris, vous le savez. Un certain nombre de mesures ont été actées à l'Assemblée nationale, seront, je crois, enrichies, renforcées, précisées, clarifiées au Sénat, notamment le filet de sécurité que nous prévoyons pour 2023, 1,5 milliard d'euros qui sont budgétés. Et j'attends beaucoup des travaux que nous aurons ensemble et des débats que nous aurons ensemble sur les précisions que nous pourrons donner à ce dispositif. Je ne rappelle pas ce qui a été rappelé régulièrement par mes collègues Christophe Béchu et Caroline Cayeux sur tous les dispositifs que nous continuerons à porter au bénéfice des collectivités locales. Monsieur Barry. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Ces recettes nouvelles permettraient pourtant de changer la donne, alors que depuis 2017, ce ne sont pas moins de 392 milliards de recettes fiscales dont vous avez privé la nation. Cette année, avec votre volonté de supprimer la CVAE, vous persistez et vous poursuivez votre stratégie de désarmement fiscal. Monsieur le Ministre, il est possible de réinvestir de manière juste et efficace ces recettes supplémentaires en y intéressant mieux les collectivités territoriales. Entendez notre demande d'indexation de la DGF. Améliorer le bouclier énergétique pour les collectivités, accompagner plus et mieux les collectivités dans leurs projets de transition écologique, cesser de vouloir contrôler les dépenses des collectivités. Monsieur le ministre, il est inconcevable, alors que vous enregistrez ces 30 milliards de recettes supplémentaires, que de nombreuses communes soient contraintes de fermer des structures sportives et culturelles, de limiter l'éclairage public, d'augmenter les tarifs de restauration scolaire, de freiner leurs investissements. Monsieur le ministre, le compte n'y est pas. Il est encore temps de corriger la copie. C'est ce que nous vous invitons à faire lors de l'examen du PLF.